Bonjour. Je me présente rapidement, Hélène Royer, administratrice du réseau Graal et directrice des ateliers de la Mabilais, un ESAT à Noyelles-sur-Vilaine. Alors, je vais faire bref, mais j'ai la chance d'introduire un collègue. Alors, pourquoi Johan Piplin est avec nous aujourd'hui? L'intitulé de ce qui va suivre, maintenant que vous avez bien travaillé, on va faire travailler un peu Johan, ça s'appelle Sens et Management. Alors, est-ce que ce sont des termes antinomiques, contraires? Au Graal, on a choisi et on s'est dit que sens et management, c'est possible. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes assez d'accord. Ils peuvent aller ensemble, voire doivent aller ensemble. Car le pouvoir d'agir des personnes accompagnées ne peut pas aller sans être favorisé par les personnes qui les accompagnent, c'est-à-dire ne pas être favorisé par des personnes qui en seraient privées. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt comment ils peuvent s'articuler. Repérer les moments ou les situations où c'est plus difficile, s'enrichir des expériences des uns et des autres pour trouver nos propres solutions. Alors pour nous y aider, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Johan Piplin, directeur du pôle formation de Talandi, qui gère une entreprise adaptée, 2 ESAT et plus récemment un pôle de formation. Donc Johan, tu vas nous expliquer en quelques mots la démarche Cristal que vous avez mis en œuvre auprès de Talandi. Et puis, nous allons ensuite échanger avec toi sur comment retrouver du pouvoir d'agir en tant que manager, comment faire émerger le pouvoir d'agir des collègues, penser le management comme un levier d'émancipation des personnes. Tout un programme. Je n'étais pas au courant que c'était tout ça, moi. Merci Johan en tout cas. Merci Hélène. Bien. Alors donc, on a une petite animation en même temps. Alors l'idée, c'est que la commande qui nous a été faite, c'est vraiment de vous présenter notre démarche de management qui s'appelle Cristal. Ne soyez pas surpris, c'est un environnement, on va avoir une vidéo, c'est un environnement extrêmement industriel. Vous allez dire, mais ça n'a rien à voir avec le médico-social. Tout l'enjeu, justement, c'est de voir que c'est possible de le déployer dans d'autres contextes et surtout dans vos contextes. D'accord ? Alors l'idée, c'est de faire, j'ai 40 ou 45 minutes, je ne sais plus, c'est de faire 25 minutes maxi, c'est ça Marion ? D'accord. Donc, alors, la commande n'est pas la même, le temps est réduit, c'est quoi ce pouvoir d'agir là ? Et puis qu'on puisse prendre un petit quart d'heure pour échanger. Ok ? Bien, et ben c'est parti. Donc, alors oui, hop, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, en fait, notre entreprise, nous, on aime dire que c'est un pays, le pays de Talandi. Et en fait, dans le pays de Talandi, les salariés sont des habitants qui habitent des villages. Et donc, en fait, là, vous avez 2 citoyens du pays de Talandi, Koulmig et moi, puisqu'en fait, on devait intervenir tous les 2. Donc, c'était un petit clin d'œil pour ramener Koulmig avec nous, que certains d'entre vous connaissent, mais qui n'a pas pu être présente. Alors, l'idée de Talandi, c'est... Alors, oui, non, pardon. Ça, c'est le programme que je vous propose. Donc, pourquoi ça a été mis en place ? Comment, avec qui ? Comment ça fonctionne ? La méthode, les impacts sur le pouvoir d'agir, les impacts sur la culture commune de Talandi, comment on peut dupliquer cette démarche dans notre organisation et quelques échanges et questions. Christophe, ça marche pas bien ton truc ou c'est pas moi qui... Alors, qui sommes-nous ? Donc, très important, c'est impossible de parler de sens, impossible de parler de management sans être au clair sur qui on est. La fameuse raison d'être. Notre raison d'être, notre mission, c'est l'emploi des personnes en situation de handicap. Et une raison d'être, c'est une phrase. Si on n'arrive pas à la faire en une phrase, c'est qu'on n'est pas en accord avec notre identité organisationnelle. C'est extrêmement important d'arriver à caler sa raison d'être. D'avoir des valeurs. Nous, on en a 5, confiance, respect, bienveillance, performance, engagement sociétal. Et moi, par exemple, en tant que manager, tous les mois, je dois être capable d'expliquer comment j'ai fait ruisseler dans mon management avec les équipes ces 5 valeurs. Et puis on a 3 objectifs, favoriser l'épanouissement et la réussite professionnelle, satisfaire les exigences du client et assurer la pérennité de Talandi. Puisque comme nous sommes une entreprise et 2 ESAT, sans clients, on ne va pas durer longtemps. Donc en fait, on est une entreprise à mission, avec une entreprise adaptée et 2 ESAT. Donc vous avez compris que Cristal, en fait, il y avait 7 lettres, en fait. Et en fait, ça se décline en 7 piliers de la démarche. Et en fait, on s'en est rendu compte dans les bonnes pratiques. Puisque tout simplement, comment c'est né, c'est-à-dire qu'on n'avait qu'un seul client qui était PSA. On était tombé dans une routine, on avait quelques défauts qualité.
Et on avait aussi une crise, on avait moins de travail, enfin, c'était un peu compliqué, donc on s'est dit là, au lieu de manager le changement, il fallait peut-être changer le management. Et donc pour le coup, on a fait aussi pas mal de lectures documentaires. À l'époque, il y avait notamment les travaux d'Hervé Seriex sur l'entreprise du troisième type. Alors je ne sais pas si je vous invite à la rencontre du troisième type, mais en tout cas, il y a eu un travail qui a été mis en place en se disant il faut qu'on identifie uniquement nos bonnes pratiques. Et on a lancé ce qu'on a appelé un chantier. Et en fait, ce chantier a eu comme consigne de s'organiser, ça vous pourriez le faire, uniquement avec les bonnes pratiques. C'est-à-dire c'était l'endroit où il y avait tout ce qui était les bonnes pratiques qu'on avait identifiées dans l'entreprise. Ce chantier a duré pendant plus d'1 an et demi avec 20 personnes. Et en fait, ce chantier a donné d'avoir envie à tout le monde de faire comme les autres. Ça a permis de modéliser. Et quand on a fait ce travail de chantier, on a identifié ces 7 axes. C'est comme ça qu'est née la démarche Cristal, en s'appuyant sur nos bonnes pratiques et uniquement nos bonnes pratiques, parce qu'on a tous des bonnes pratiques. Donc la convivialité, où chacun y met son contenu librement, il n'y a pas de définition de la convivialité. La rigueur, parce qu'on l'a apprise avec les donneurs d'ordre, les clients. L'implication, parce que être impliqué juste pour vivre, c'est-à-dire que si on n'est pas impliqué, en fait, on n'est pas très vivant. La simplification, parce que nous, on considère que simplifier, c'est un art qui est assez rare, en fait, et que tout à l'heure, on a parlé de complexité. C'est vrai qu'on vit des fois, on crée notre propre complexité. Donc, la recherche de la simplification est très importante chez nous. Le tous ensemble. Alors, cette lettre, longtemps, on n'arrivait pas à savoir quoi y mettre. Puis un jour, un salarié a proposé le tous ensemble. Donc, c'est de vivre ensemble les choses et d'être solidaire. L'amélioration, puisqu'on a la chance d'être des êtres humains et que la science de l'humain, c'est d'inventer. La science de l'humain, c'est d'inventer. Intéressant. Et la longévité, puisque on a tous l'espérance de continuer et puis d'être heureux dans cette continuité. Donc, comment ça marche? Alors en fait, on a tous des convictions. Et puis on nous dit tous, faut qu'on définisse une feuille de route. Donc c'est bien d'avoir une feuille de route, c'est bien aussi des fois d'avoir la route. Donc en fait, très simplement, nos équipes se réunissent une demi-heure par semaine. C'est un espace-temps dédié. Sur ce qu'on appelle un village. On a 46 villages aujourd'hui dans l'entreprise. L'objectif, c'est de discuter, de s'auto-évaluer. Vous avez vu, ça vous a été présenté dans la vidéo. La personne, on s'auto-évalue. Et puis ensuite, on va définir si on considère qu'il y a encore des problèmes à résoudre, on va définir un pilote, on va suivre l'action. En fait, c'est plein de petits, c'est beaucoup de bon sens paysan, en fait, notre façon de travailler en plein milieu de l'industrie. Pour le coup, chacun est libre de proposer des idées d'amélioration. Et on définit des actions. Et si l'action commence à être un peu trop complexe, ça bascule dans ce qu'on appelle un mini-projet. D'accord ? On a toujours des pilotes qui sont désignés par le collectif. Donc en fait, chez nous, on est élu sans être candidat. C'est une démocratie un peu collaborative. Et puis, on a le rôle des managers, qui ont un rôle d'interface. Donc on a ce qu'on appelle des parrains et marraines de village. Et notre travail, c'est d'être en soutien, de soutenir sur les moyens par rapport au mini-projet et d'aider à la décision. Puisqu'en fait, on dispose sans doute des fois de certaines informations que nos collaborateurs n'ont pas. Et puis, ils aiment que le chef valide. Donc voilà, mais on est dans l'idée d'être en soutien. Alors ça, c'est vraiment très important. Nous, on définit le management autour de 4 axes très forts. Qu'on n'a rien inventé, il y a des écrits sur le sujet. On considère qu'un manager doit apporter du soutien. D'ailleurs, nous, on n'a pas de fonction support, on a des fonctions de soutien et d'appui. Notre travail en tant que manager, c'est de soutenir, d'être en appui de ceux qui réalisent le travail. C'est tout bête, mais c'est vraiment important. Et donc, on considère qu'il y a un type de soutien matériel à apporter, qui est un premier type de soutien, pour faire face aux exigences du travail, tout simplement. Un soutien informatif, où en tant que manager, on doit apporter des informations, éventuellement de la connaissance, pour comprendre des situations particulières. On considère qu'on doit aussi apporter un soutien d'estime. Ça, c'est très important pour nous, avec des attitudes d'encouragement, de retour positif, ce qu'on appelle les feedbacks dans les écoles de commerce, avec la notion de confiance, évidemment. Et puis, ce qu'on appelle, nous, le soutien émotionnel. Donc, soutien matériel, soutien informatif, soutien d'estime, soutien émotionnel. Où là, c'est de l'écoute, de l'empathie, de la réassurance, du réconfort, et on assume le mot de la protection. Parce que les gens ont besoin de se sentir des fois protégés, comme vous, comme moi, on a besoin de se sentir sécurisés. Donc pour le coup, en fait, dans notre aventure, on est vraiment dans une pyramide inversée. Là, vous avez en gras les 6 membres de notre comité de direction,
Et on est vraiment en pyramide inversée, en soutien de tous nos opérateurs qui réalisent le travail. Alors, pour nous, c'est pas qu'une figure de style, hein, la notion de pyramide inversée. C'est-à-dire que on a trop souvent confondu dans les entreprises hiérarchie des responsabilités et hiérarchie des hommes et des femmes. Nous, notre DG n'a pas plus de valeur que n'importe qui dans l'entreprise. Il y a un alignement de valeurs. C'est tout bête, mais on ne se rend pas compte des fois quand même qu'on a confondu hiérarchie des responsabilités et parfois hiérarchie entre des hommes et des femmes. Merci. Alors, pour le coup, on a quelques parties pris managériaux. Donc, en fait, toute la démarche, là, je vais vite, hein, je vais vraiment très vite, mais c'est des lectures anthropologiques, philosophiques, épistémologiques. Enfin, on a vraiment fait un travail de fond. Et en gros, on a travaillé sur qu'est-ce qui fait que l'homme survit, qu'est-ce qui fait que l'homme est solidaire, qu'est-ce qui fait qu'il coopère, qu'est-ce qui fait qu'il en veut à l'autre. Enfin, tout c'est vraiment des choses très anthropologiques. Et en fait, on a identifié 3 éléments qui cadrent notre organisation. En fait, il faut mettre en place des rites selon un certain rythme pour donner du sens. Donc en fait, notre organisation, elle est très ritualisée, avec un rythme, et ça donne du sens. Alors, c'est par exemple rythme et sens, on a nos réunions toutes les demi-heures. Ça n'apparaît plus sur mes écrans. C'est pas grave. Donc par exemple, on a un mur à problème qui est posé au fil de l'eau, et on a un système d'élection de problèmes à résoudre, parce qu'en fait, on ne souhaite pas déporter les problèmes. Le nombre de fois où... je lui ai dit pourtant qu'il me manquait un stylo ou je sais pas quoi. Ah oui, tu lui as dit il y a combien de temps? Il y a 3 semaines. Déportez ça dans vos organisations, le nombre de fois où ça arrive. Le nombre de fois où on déporte les problèmes, en fait. Bon, voilà, nous, c'est une règle qu'on s'est fixée et on arrive à la tenir grâce à nos réunions cristal. Alors, nos réunions cristal, c'est sur des villages et pour nous, c'est très important, les villages. Il y a un espace, il y a un lieu, il y a un temps et c'est une unité pour tendre vers de l'action. C'est-à-dire que le management collaboratif n'est pas un management consultatif. Certes, il y a de la consultation, mais on ne fait pas des réunions pour se dire les choses. On fait des réunions pour décider de comment on va agir. C'est-à-dire que nous, on considère qu'une réunion, si on sort d'une réunion et qu'on n'est pas en forme, c'est qu'on a raté la réunion. On doit être en forme quand on sort d'une réunion. On doit être en forme quand on sort d'une réunion. Ben oui. Donc des fois, on fait un jeu. En fonction de la façon dont la personne sort de la réunion et en marchant, oh, toi, tu es à 70% là. Puis on retravaille avec la personne. C'est vraiment important. Quand on est manager, les réunions doivent vraiment tendre vers l'action et les gens repartent. Ils sont reboostés, ils savent ce qu'ils ont à faire et nous aussi. Alors, c'est vraiment important parce que tout l'enjeu pour nous, c'est comment je passer du jeu au nous pour générer une bonne articulation organisationnelle. Alors, on fait souvent le jeu de mots des ligaments croisés du genou, quoi. Et s'il pète, c'est le bordel. Vous perdez en équilibre. En fait, c'est un peu ça notre organisation. C'est comment on travaille nos ligaments croisés. Et c'est vraiment important. Et alors, ça c'est pareil, je pense que c'est quelque chose dont on ne s'autorise pas assez. En fait, prendre une décision, c'est souvent parfaitement imparfait. Mais au moins, on a pris une décision, c'est mieux que de ne pas en prendre. Et on a sans doute pris la meilleure décision au moment où on la prend. Mais le fait d'être en action, de toute façon, la décision qu'on a prise, l'action va faire qu'on va avancer sur la décision. Nous, on aime bien cette idée de parfaitement imparfait, parce que trop souvent, on entend oui, mais il nous manque ça pour avancer, oui, mais ceci. Oui, d'accord, mais avance. Et puis, voilà. Un jour, un jeune qui, dans un ESAT à Pouilly, me dit, parce que j'ai eu l'immense chance de travailler avec plein d'usagers d'ESAT dans le cadre d'un dispositif assez connu qui s'appelle Différents et Compétents, où en fait on a appris auprès de 400 usagers, et un jour il y en a un qui nous dit mais en fait essayer c'est le début de réussir. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. En fait, si tu commences pas le chemin, tu sais pas, tu sais pas ce qui va se passer sur le chemin, quoi. Enfin voilà, et donc la notion de décision tout de suite centrée vers de l'action est très importante. Donc on a des partis pris philosophiques assez forts, hein. Pour nous, ça a été dit ce matin, une organisation n'est que relations humaines. Donc c'est l'enjeu, c'est les relations, c'est les interactions. C'est l'articulation. Un collectif humain a besoin de rites dans un certain rythme avec du sens, je vous l'ai dit. Le chef n'est pas un chef, c'est un facilitateur, un soutien. Il fait miroir pour aider et soutenir les équipes, même si les gens nous appellent chef. Ou si Paul Valéry, le poète, disait l'homme a besoin d'un chef. Se tromper est normal, l'erreur est humaine.
Se tromper est normal, l'erreur est humaine. On entend souvent le droit à l'erreur. C'est pas un droit à l'erreur, c'est une condition humaine. Les êtres humains qui ne se trompent pas, ça n'existe pas. Enfin, je crois pas en tout cas. Ou alors, ça, moi j'appelle ça une machine, mais... ça c'est rigolo aussi. Chez nous, c'est un gros principe. Le problème, c'est que l'on ne pose pas les problèmes. On a même un slogan, nous, s'il n'y a pas de problème, c'est un problème. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a des non-dits. C'est impossible qu'un collectif humain n'a pas des choses à problématiser. Même une famille, même un couple, c'est le cas. Enfin, je crois. Voilà, on va pas faire de transfert d'expérience, hein, mais... alors, très important chez nous, c'est celui qui fait qui sait. On a une équipe de 11 ingénieurs, par exemple, en direction industrielle. Les 11 ingénieurs n'ont pas le droit de mettre en place des choses sans que les opérateurs en donné leur avis. C'est vraiment ça la pyramide inversée. On est vraiment... voilà. Je pourrais vous donner un exemple incroyable au niveau, qu'on nous a raconté il n'y a pas... En fait, ça c'est la différence entre travail réel et travail prescrit. C'est extrêmement important. Ceux qui ont des bases en ergonomie le savent, ou en analyse du travail. Ce que je demande à l'autre n'est jamais ce qu'il a compris. Ce que je lui demande n'est jamais ce que cela lui demande. Ce que je lui demande n'est jamais ce que cela lui demande. Extrêmement intéressant sur la notion de pouvoir d'agir. Parce qu'en fait, il faudrait l'inverser. Donc, pour le coup, il y a toujours des écarts en fait, entre le travail réel et le travail prescrit. Donc, le chef qui sait peut démotiver ses troupes. Le chef qui sait peut démotiver ses troupes. Ça ne veut pas dire que les chefs doivent être des ignorants. Hein. L'amélioration sert à tout le monde, hein, gagnant-gagnant. Alors, nous, on aime bien insister sur manager l'incertain plutôt que le certain. Manager l'incertain plutôt que le certain. D'ailleurs, on dit souvent qu'on bosse avec Alain prévu. Des fois, il y a un improviste qui arrive aussi. Mais c'est-à-dire que c'est une donnée des situations, l'imprévu. Elle est prise en compte. Et puis, en fait, un truc tout bête, hein, mais l'humain, il est comme on le considère. En fait, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on les voit telles que nous sommes. Oups là, on commence à faire de la philosophie. Là. Mais l'humain est comme on le considère. D'ailleurs, c'est Gandhi qui dit souvent, je crois que c'est Gandhi qui dit ça, ce que je sais de toi m'empêche de te connaître. Intéressant quand on fait de l'accompagnement pour développer le pouvoir d'agir. Ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être qu'on ait plusieurs regards sur un même individu pour ne pas être biaisé par notre propre connaissance de l'autre. Et en même temps, c'est parce que je passe du temps avec lui tous les jours que je comprends son fonctionnement, donc il faut bien quand même une intimité relationnelle pour aller le chercher. Pas évident, quoi, à trouver. Sans doute, voilà, c'est des petits leviers intéressants. Alors, pour le coup, nous, le développement du pouvoir d'agir des salariés et de toute notre organisation, clairement, Cristal a rendu accessible l'expression de nos collègues. Il me reste 5 minutes. C'est une blague. Comment veux-tu lancer un sujet aussi intéressant et s'arrêter au bout de 20 minutes Cristal, donc c'est rendre accessible l'expression des salariés. Alors, pour faire le lien avec le pouvoir d'agir, ce qui me semble très important, autant dans le handicap, il y a une présomption d'incapacité. Clairement, en France, quand on parle de handicap, il y a une présomption. Autant, quand on parle de pouvoir d'agir ou de participation, on a presque préformaté les formes de participation. J'entends souvent, oui, mais c'est pas écrire, oui, mais c'est pas parler, oui, mais c'est pas... Mais on a eu des exemples ce midi, avec l'art, par exemple. Dans l'art, on accueille toutes les formes de participation et d'expression. D'ailleurs, on appelle même ça des performances. Pourquoi on ne ferait pas ça, nous? Donc, arrêtons de présupposer de la forme de participation que j'attends. Accueillons-la, comme un artiste. En fait, c'est à l'art qu'il faut qu'on se forme. Il faut qu'on devienne tous chorégraphes. Non, mais je trouve l'exemple de l'art, il est vachement parlant. Vous avez vu comment c'était beau, là, en fin de matinée? C'était génial, quoi. Donc, pour le coup, alors nous, comme nos habitants, ont le sentiment d'être tous et toutes copropriétaires de l'outil de travail, et depuis un bail. Les salariés se sentent non pas acteurs, ça on l'entend tout le temps, l'acteur et le système. En fait, ils se sentent auteurs. C'est leur production. Ça, c'est très important. Chez nous, on considère qu'on est tous produits et producteurs. Ça, c'est Edgar Morin qui le dit. On produit une société qui, en retour, nous produit. On est produit et producteur de là où on est. Ça ne peut pas être que les autres. Moi aussi, je fais partie du truc. Ça ne peut pas être que les autres. Donc, le pouvoir d'agir, nous, on aime bien le déplacer non pas sur l'individu, mais sur le collectif. Les Québécois appellent ça les réseaux énergisants. Le pouvoir d'agir collectif, au Québec, ça s'appelle des réseaux énergisants. Et d'ailleurs, ils appellent le leadership, nous on le pense de manière très individuelle en France, au Québec, c'est du leadership collectif. C'est ça notre cristal à nous.
voilà, c'est nos équipes qui rayonnent en fait. Et on est plutôt, non pas sur un pouvoir d'agir, mais plutôt sur un pouvoir avec. Le pouvoir avec. Puisque comme on n'est que relation, essentiellement relation, on est forcément avec. Ça c'est intéressant hein, parce que on n'existe pas tout seul, hein, on coexiste. Enfin en fait on n'existe pas, on coexiste. Même Robinson Crusoe il a inventé vendredi, sinon il ne pouvait pas. Donc en fait pour le coup la régulation, nous, elle se fait par le groupe et pour le groupe. Et donc c'est important d'accueillir toutes les formes de participation telles qu'elles est, sans aucun jugement d'un certain niveau de contribution. Le nombre de fois où on entend « oui, mais il y manque encore un truc ». Dernier exemple, dans un ESAT, un jour, je reçois une poésie. Génial. La fille, ça faisait 32 ans qu'elle était en ESAT. Je vous jure que c'est vrai. Le titre du poème, c'était « En attendant l'autonomus ». Et en fait, elle nous explique dans la poésie que toute sa vie, on lui a dit qu'un jour, elle serait plus autonome. Et qu'en fait, elle pensait toujours à ça quand elle attendait l'autobus. En attendant l'autonomus. Alors là, tu peux parler de pouvoir d'agir. Hein. C'est pas ce qu'elle ressent. Hein. Donc, faut vraiment, c'est extrêmement important comment dire, le fait de ne pas avoir de forme a priori. Alors, comment vous pouvez déployer cette démarche chez vous? En fait, nous, on propose, on peut vous accompagner, mais sinon, vous pouvez tout simplement vous en inspirer. En fait, nous, on accompagne pas mal d'organisations à développer ce management. Enfin, on commence à le faire. Et en fait, on fait un diagnostic de maturité autour de nos 7 axes. On demande aux équipes de se donner une note entre 0 et 10 sur l'axe convivialité, sur l'axe rigueur, sur l'axe implication. Et les 2 actes qui sont les plus mauvais, en fait, ce sont 2 axes de travail pour au moins 4 à 5 jours de travail avec les équipes. Tout simplement. Donc en fait, ça permet aux salariés si vous voulez, d'exprimer leur propre perception en fait, de ce qu'ils ont compris autour de ces 7 axes. Ce qui me semble très important aussi, puisque là j'ai terminé en fait les 5 minutes je pense. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, sens et management dans quel sens? Là, je ne sais pas comment vous pourriez interpréter ce dessin. Sens et management dans quel sens? On pourrait dire que c'est un manager qui amène du confort à ses équipes, mais elle ne le voit même pas. Parce que ça peut arriver ça aussi. Des fois, les managers ils sont déçus aussi de ce qu'ils avaient projeté ou compris de ce que leurs équipes avaient besoin. Et puis eux, ils ont commencé. Est-ce que c'est un management du sens qu'il faut qu'on développe? Ou est-ce que c'est tout simplement le sens du management, tout simplement? Et que finalement, les deux, il n'y a pas l'un sans l'autre, en fait. Ce qui est sûr, c'est que la question du sens dans le management est toujours liée à un contexte. Le sens, le contexte. Alors que dans la grande famille médico-sociale, le sens dans une masse n'est pas la même chose que dans un IME, que dans une femme, que dans un foyer, quoi que vous me disiez. Moi, j'ai circulé dans ces organisations-là, à chaque fois, c'était presque un territoire de vie différent. Et d'ailleurs, c'est très important quand vous parlez de désinstitutionnalisation, c'est ça? Je crois que surtout le message, moi, c'est comment on n'a pas généré un circuit parallèle de la vie et comment dans nos institutions, il y a de la vie. D'ailleurs, le CREA parlait de la qualité de la vie. Et vous avez de la vie. Merveilleuse d'ailleurs. Merveilleuse. Mais peut-être que on l'a trop mise entre des murs. D'ailleurs, il y a même des trucs qui s'appellent les hors les murs. C'est très violent symboliquement, moi je trouve, mais bon, hors les murs. Et donc, voilà, je voulais juste insister aussi sur une dernière chose. Vous avez mis la question, oui, la notion du pouvoir d'agir, je pense qu'il y a un danger. Il y a un danger, déjà, le pouvoir d'agir, il y a aussi le vouloir agir, le savoir agir. Enfin, ça, c'est la définition de Le Boterf sur la compétence. Vouloir agir, savoir agir, pouvoir agir, dans une temporalité qui est celle de la personne. Parce que lui donner plein de pouvoir, mais s'il ne sait pas, ou s'il ne veut pas, et il a le droit de ne pas vouloir, donc il faut jouer sur le désir aussi. Sur le pouvoir d'agir, je pense qu'il y a un petit danger, c'est peut-être de mettre une pression sur les personnes en situation de handicap sans qu'on s'en rende compte. Je vois des têtes qui me font ça, là. De la même manière pour vous, en tant que professionnel. Voilà, je pense que... Et c'est pour ça que, comme on le pense de manière très individuelle en France, le pouvoir agir, il peut mettre la pression sur des individus. Alors qu'en fait, c'est plutôt collectivement qu'il faut aller chercher le pouvoir d'agir. Le savoir agir, le comment dire... Et puis, très important pour nous,
en fait, on a mis en place, on ne pense jamais handicap sans penser accessibilité et compensation. Articles 2 et 3 de la loi de 2005. Quand on pense handicap, on pense accessibilité et compensation. Systématiquement, en fait. Pareil, un autre exemple, qui est en IME, là, j'étais avec une équipe d'éducs, et il y a un éduc qui nous dit, oh là, je suis embêté, il ne sait pas écrire. Je dis, ah bon, bah, montre-moi ce qu'il fait et tout. Et en fait, il nous montre des traits. Et puis on se dit, bah, en fait, il sait écrire. Faire un trait, c'est une forme d'écriture. Par contre, ce n'est pas la forme de participation d'écriture attendue, normalisée. Mais tu ne peux pas dire qu'il ne sait pas écrire. Ça va loin. Mais c'est ça aussi. C'est ce petit truc-là qui fait que je reconnais à l'autre qui sait écrire, mais puis bah, comment on avance? Il aurait fallu encore continuer longtemps, mais on ne peut pas. Donc je vais devoir m'arrêter. Merci de votre écoute.